Là, on va enchaîner bien sûr sur la Ligue 1. Et d'abord, on va commencer, bien entendu, juste avant. On vous offre des free bets, bien sûr. Il y a une question qui va apparaître. Combien de buts a marqué l'AS Monaco depuis le début de la saison? Le plus rapide à répondre sur le chat, bien sûr, repart avec ses free bets. On commence donc par les pronos de la saison. On l'avait fait la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, pour tous les autres championnats. Là, on va le faire vraiment pour la Ligue 1. Qui va terminer champion? Quelles sont les équipes qui vont se qualifier en Coupe d'Europe? Qui va créer la surprise? Quelles sont les équipes qui vont aller en Ligue 2? On va essayer un petit peu de faire un tour d'horizon de cette saison, sachant qu'elle est vraiment intéressante. Moi, je le lis un peu partout. Je sens que les gens sont vraiment enthousiasmés par cette saison de Ligue 1. Elle a l'air de bien partir. Il y a des entre guillemets petits clubs qui jouent très bien. Il y a des clubs qui respectent bien leur rang. Dans l'ensemble. Il y a des buts, 28 buts dans la dernière journée. Donc c'est quand même assez intéressant. Messieurs, pour vous, est-ce que le Paris Saint-Germain cette saison peut comment dire rater le titre? Est-ce que déjà on enlève ça, comme ça au moins on verra peut-être un petit peu pour derrière, parce que c'est vrai que c'est la question. Non, mais on est tous obligés de dire pareil, mais je pense on revient un an en arrière, on a tous rigolé à cette question. C'est vrai. Oui, mais la différence. Non, au même moment, Paris, j'étais déjà en galère. Ils étaient moins bien Paris l'année dernière. C'est vrai que le début de saison l'année dernière n'était pas terrible, mais là, moi je fonctionne par contender, et par contender, je me dis qui serait capable de prendre le titre l'année dernière. C'était un Lille après une deuxième saison sous Galtier, où Lille venait déjà de finir deuxième la saison d'avant. Oui. Tu vois, donc c'était une sorte. Il y avait une base. Ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire. Il y avait une sorte de up en ce sens, alors que à l'heure actuelle, personnellement, j'avoue que je vois pas. Tu vois pas, ouais. C'est-à-dire que tu as l'OM qui est assez bon, franchement très bon, même depuis le début. C'est séduisant en fait. Je trouve que parmi toutes les grosses équipes, l'OM c'est la plus séduisante. Tu vois, à l'heure actuelle, sur ce début de saison. Même le banc et tout, mine de rien, le banc, les trois centraux qui permettent de jouer haut, qui permettent au milieu de jouer beaucoup plus haut. C'est ça, et c'est là où tu te retrouves avec un Rongier qui revit limite, alors que sur André Villas-Boas, Rongier était limite devenu un petit peu caricatural, tu vois. Donc personnellement, j'aime bien ce que j'ai vu de l'OM. Donc personnellement, je trouve que dans le groupe des gros, c'est l'OM, mais après c'est la première vraie saison complète sous Sampaoli. Donc est-ce que première saison c'est déjà de quoi aller taper un titre, tu vois? T'as Lille qui va être un petit peu, ils ont perdu quelques joueurs, ils ont un nouveau coach, pour l'instant ça prend pas trop. Est-ce qu'ils vont pouvoir être candidats à leur propre succession? Personnellement je pense pas. T'as Lyon, première année sous Peter Bosz. Donc tu vois ce que je veux dire, tous les autres projets des grosses équipes, t'as l'AS Monaco, certes deuxième saison sous Kovac, mais malheureusement ils se sont fait prendre dans les méandres de la qualif de juillet avec le Shakhtar. Ils ont raté le début, quoi. Ouais, c'est ça, limite l'AS Monaco ça aurait pu être crédible, tu vois. Je pense dans un monde ça aurait pu l'être, mais là ils ont quoi? Ils ont déjà 10 points de retard. Bah oui, ils ont 10 points de retard, ils ont 5 points, et le PSG en a 15, donc t'as déjà 10 points de retard. Après t'as Nice, première année sous Galtier, faut voir, mais après c'est un Nice qui quand même vient de pas finir en Europe et qui était 8ème, donc qui commence un cycle avec un nouveau coach. Est-ce qu'ils vont être à même de le faire? Je ne sais pas. Ok. Comment tu vois les choses toi, Bruce? Sur qui est champion? En fait, champion, on est tous plus ou moins en train de se dire Paris cette année, risque d'aller chercher son titre. On sait jamais, c'est le foot, mais moi perso, je dis Paris en champion. Ils sont primés ici pour assurer le titre de Ligue 1 en plus. Ouais, en plus. Donc cette année, toi, Bruce, il n'y a pas de débat. Maintenant, pour celui qui va l'accompagner en Ligue des Champions. Non, moi honnêtement. J'ai déjà fait un peu mes pronos il y a quelques semaines. Vas-y, déroule. Mais du coup, moi j'avais mis Marseille en 2. Parce que voilà, t'as l'impression que ça a très bien bossé, ça a très bien recruté, et tu vois que c'est en train de prendre, il y a le public, tout le monde est heureux, enfin tout le monde tire dans le même sens. On le disait il y a quelques instants, t'as un banc, ils sont capables de marquer pas mal de buts, et en plus ils ont un jeu où tu peux t'emballer, quoi. Donc je les vois souvent marquer des buts, même si des fois forcément ils vont se livrer prendre des buts, mais à ce petit jeu-là, souvent ils arriveront à s'imposer, du coup ils seront peut-être, ils feront moins de nuls que d'autres équipes, tu vois. Donc pour moi Marseille, ça me semble être la deuxième meilleure équipe du championnat, et en 3 je partirais peut-être sur Nice, juste devant Lyon. Voilà, parce que Lyon, Lyon, je vais pas les enterrer complètement, mais c'est vrai que Nice, t'as Galtier, là ils font leur début de saison, ils font pas un bon match contre Nantes, mais voilà, ils arrivent à gagner, on sait pas trop comment. Si on sait, parce que Nantes ils ont un peu bouffé la feuille, et que Nice, il y a des joueurs qui peuvent être efficaces, donc ça fait la diff, mais même ça c'est aussi le signe un peu des équipes qui vont faire leur saison, comme un peu Lille aussi la saison passée, quand ils étaient un peu moins bien, on le disait, ils arrivaient tout le temps quand même à s'en sortir et à en tirer quelque chose. Et j'ai l'impression que Nice, ça va être un peu la même chose cette année, même quand ça sera des matchs où ils sont un peu moins bien, ils arriveront quand même à s'en sortir. Donc je pense que Nice, il faudra compter sur eux. Enfin, je vois peut-être pour le moment un léger avantage de Nice par rapport à Lyon, quoi. Et je pense que ça va peut-être se jouer entre deux pour la 3e place, mais je vois Marseille un peu au-dessus en tout cas. Ok, Zal, toi tu... Ils ont à peu près tout dit, Paris en premier, et puis ça va se jouer la 2e place,
l'OM, attention quand même au coup de mou, parce que Sampaoli demande beaucoup d'énergie à ce joueur. Ça, c'est vrai. Donc il peut y avoir aussi un petit coup de mou. Alors mais il a la profondeur. Mais il a un effectif. Il a un effectif quand même. Pour l'instant, c'est clair que l'OM, ils sont en position 2, ça, il n'y a pas photo. Et je mettrais quand même Lyon en 3e devant Nice, quoi. Okay. Que Nice, tu mets Lyon devant Nice, ok, d'accord. Nice, je sais pas. Les joueurs là, ils écoutent le discours de Galtier et tout, mais est-ce qu'ils ont le mental pour, tu vois, comme les joueurs de Lille de l'année dernière, aller rester comme ça en haut de tableau, avoir la pression, tu vois. En plus là, il va y avoir l'OM, il va y avoir tous ceux qui vont remonter derrière, parce que Monaco là, ils sont en bas de tableau, mais ils seront là à la fin. Ils seront dans les 5-4 minimum. Moi, je pense Monaco. Faut pas je pense pas qu'ils vont rester en bas de tableau. Donc, j'ai un peu peur quand même. Ouais, moi je suis d'accord avec début de saison, il peut laisser des traces avec la Ligue des Champions. Ouais, mais ils avaient eu aussi un truc comme ça l'année dernière. Ils avaient un sacré coup de mou et d'un coup, c'est ils avaient mal commencé jusqu'en octobre et après, à partir d'octobre, voilà, surtout après une défaite contre Lyon, justement, quand on était pris 4, c'était allé beaucoup mieux derrière. Moi, personnellement, j'enterre pas Monaco non plus. Je pense que ça a la capacité de revenir et la qualité. Mais après, faut aussi se dire qu'ils ont fait quand même pas mal de paris. Nubel, c'est un pari. Boadu, c'est un pari, tu vois. Donc, ils ont fait quand même pas mal de paris. Il y a Jean-Lucas qui prend sa place, etc. Voir comment Fofana va revenir, mais selon ses placements, à des fois, Jean-Lucas est à droite et tout, mais moi je suis pas totalement convaincu par ce joueur. Faut voir, je trouve que leur mercato a été un petit peu, tu vois, en termes de beaucoup de paris et très peu de certitude. Moi, à l'heure actuelle, Paris champion, je pense Marseille 2e, et avec sans doute un petit peu de mauvaise foi partisane, mais ouais, je pense que Lyon peut finir 3e. Nice, je les vois forts, je les vois costauds, mais après, à voir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir dans certaines situations où ils auront peut-être un petit peu moins de réussite, peut-être quand des joueurs vont réussir enfin à les prendre haut, notamment dans les grosses rencontres. On a vu que dès qu'une équipe les prend haut et les bouge un petit peu, ils peuvent avoir du mal. Je pense à Reims la première journée, je pense à Nantes hier qui bouffe Nice, le 2-0 leur rend vraiment pas honneur parce que pendant les 3/4 du match, Nice se fait bouffer. Après, Nice faisait quand même une belle perf face à l'OM avant justement l'arrêt du match. Donc je reconnais quand même ça. Je dis pas Nice, on n'a pas encore vu contre des gros, c'est pas le fond du sujet. On voit qu'ils sont relous à jouer quand même. Je dis pas le contraire, tu vois. Mais Nice à voir sur la durée. Perso, dans ma tête, c'est un PSG, OM, et pour la 3e place, un Nice, OL que tu peux intercaler. À voir un Monaco qui revient. Pour le reste, pour être honnête, je crois pas trop ni en Lille ni en Rennes. Rennes qui est absolument cataclysmique. Rennes, c'est bizarre. Rennes, ils ont investi 150 millions. Cool, hein. 150 millions de mercato, c'est l'équipe en Ligue 1 qui a le plus foutu de pépettes cet été. Même si pourtant, ça prend pas. Pour l'instant, ça prend pas. Et personnellement, j'attendais de voir Genesio sur une année complète parce que je l'ai vu à Lyon et je sais que j'ai pas été trop convaincu sur les nombreuses années. Maintenant, faut voir. Mais franchement, hier, Rennes, c'est calamiteux. Rennes contre Reims, c'est calamiteux. Donc, à l'heure actuelle, je te dirais que Rennes, Lille, peut-être un poil en dessous, peut-être ça laissera la place à des surprises, peut-être, j'en sais rien, des Angers qui font un bon début de saison, peut-être des Reims avec Oscar Garcia qui peuvent peut-être venir prendre les 6, 7, 8e place. Faut voir. Moi, il y a même Lens qui est encore là. Oui, bien vu. C'est sur la continuité, c'est vrai que Lens, c'est... Lens, de toute façon, tu sens bien que eux, ils vont continuer sur leur lancée et se maintenir. Ils sont toujours là. Qu'ils seraient capables d'accrocher la 4e place. Ouais, après, Lens accroché à la 4e place avec les effectifs qu'il y a en face, ça paraît quand même tu vois, sur 38 journées, c'est long. Très ambitieux quand même. Nice, ils ont un avantage par rapport à l'OM et à l'OL, c'est qu'ils n'ont pas d'Europe. Il n'y a pas d'Europe. Eux, ils n'ont rien, donc ils ont un calendrier qui va leur être favorable. Après, il faut se rappeler de Lens l'année dernière, qui est sexy sur 33 journées, et sur les 5 dernières journées, qui commence à pêcher un petit peu, parce que la longueur du championnat, peut-être parce que le calendrier, peut-être parce que... C'est le retour, c'est la première saison, c'est normal. C'est ça. Et t'as Galtier qui pourra empêcher ça à Nice, c'est vrai. Maintenant... Moi, j'attends juste de voir, et je pense que ça reste quand même un contender qui, j'estime, finira à minima en Europa League et qui est un sérieux contender pour la 3e aussi. En tout cas, si je vous écoute bien, il y a vraiment, je crois, il y a plus ou moins 5 équipes qui se dégagent. Bon, il y a le PSG, Marseille, Nice, Lyon et Monaco. C'est vraiment les 5 qui ont l'air de se dégager. Moi, 2e, pareil, je pense que Marseille, s'ils arrivent, comme tu l'as dit, Zal, à maintenir le niveau de forme, en tout cas, parce que c'est vrai que physiquement, faut les tenir les 38 journées, sachant que tu joues aussi l'Europa League. Donc ça va être quand même assez épuisant, je pense, pour eux. On va voir comment ils vont tenir sur ça, mais je pense que 2e, c'est pas du tout, ce serait pas volé. On fait de la fiction là, mais bon, on essaye de se protéger quand même. Derrière, moi je pense que Lyon, je sais pas pourquoi, mais cette saison, je crois en l'OL. Je pense qu'il peut se passer un truc. Je suis très honnête. J'aime bien parce que j'ai l'impression de voir un petit peu de remise en question. Déjà, t'as un coach qui a l'air intéressant, qui a l'air d'avoir des idées. T'as des joueurs qui
j'ai l'impression peuvent se révéler cette saison. Je crois en Cherki cette année. Je pense que Cherki, ça peut être l'année où ça peut commencer un petit peu à partir. Pardon ? Il fait une bonne entrée. Il fait une bonne entrée. Alors après, Dembélé fait un très bon début de saison. Et le milieu, les Guimarães, Paqueta. Moi, Paqueta, je suis fan. En ce moment, hier, la deuxième mi-temps de Guimarães, si vous voulez, après on parlera de ce match-là, mais hier, la deuxième mi-temps. Non, mais on va en parler après. C'est prévu, oui. C'est prévu qu'on en parle, t'inquiète. Mais ce que je voulais dire, c'est que je sens qu'il y a une sorte de remise en question du côté de Lyon et il y a des joueurs, en tout cas, qui peuvent encore plus se révéler cette saison. Donc, je sais pas, moi, je mets une petite pièce sur l'OL cette saison. Les recrues qui commencent à avoir un apport. Enfin. Emerson commence à enchaîner un petit peu. Shaqiri vient de faire son premier match. Il faut attendre de voir ce que Boateng va donner aussi. Tu vois, non, il y a peut-être un truc. Incroyable, la vidéo stock à RT, non, sur Twitter, avec Shaqiri, le mec, il a filmé où tu vois, il le chauffe le public. J'ai pas vu ça. En gros, si tu veux, le cop, il chante genre Shaqiri, machin, jusqu'au moment où il va tirer son corner. Il le joue à 2 avec Aouar. Derrière, il envoie un centre du droit en plus. Ah ouais, juste au moment. Du coup, tu vis le truc, c'est mortel. Sur la feuille de match de Ligue 1, c'est marqué buteur de Nayer, passeur décisif, Shaqiri et Zaknani. Elle est belle celle-là. Bien sûr. Oh, le beau shootout. Non, franchement, il était content. Non, mais ça fait plaisir. Et oui, et voilà, donc Lyon, pourquoi pas en 3 et puis Nice en 4. Après, encore une fois, voilà, là on fait que spéculer, mais on est encore très très loin de la fin de saison et il peut se passer énormément de choses. Donc on verra bien. Petit mot quand même, les amis, sur Nice-Marseille, parce que c'est vrai qu'il y a eu un verdict qui a été rendu. Du coup, Nice prend un point de pénalité en Ligue 1. Alvaro est out pour 2 matchs. Du coup, non, aussi, il n'y a pas un truc comme ça. Plus 1 point avec sursis, je crois, c'est ça. Et t'as Dimitri Payet qui prend un match avec sursis. Et je crois que t'as un membre du staff de l'OGC Nice qui est exclu pour quasiment toute la saison. Alvaro, il a pris 2 matchs, je crois, si je dis pas de bêtises. Sur ça, vous êtes plutôt d'accord. Le match est à rejouer, finalement, t'avais raison, Bruce. Le match, finalement, sera rejoué. Ça sentait qu'ils allaient un peu couper la poire en deux, entre guillemets. C'est très compliqué de trancher d'un côté ou de l'autre. Moi, je sentais un peu le truc comme ça. Donc, moi, ça m'a pas surpris plus que ça, on va dire. Moi, je pense qu'une composante qui a été importante dans la décision, c'est aussi le résultat du moment. C'est-à-dire que je pense, par exemple, que si... Vu que Nice menait, En gros, vu que Nice menait et que leurs supporters ont fait de la merde, tu vois, c'est assez logique derrière de le foutre à rejouer, même si ça m'aurait pas étonné qu'ils fassent perdre Nice non plus. Mais à côté de ça, je pense que si Nice perdait et que leurs supporters avaient fait n'importe quoi, ça aurait pas été à rejouer. Je pense que Marseille serait parti avec la victoire. Oui, c'est vrai qu'il y a ça, vu que Nice menait, c'est vrai que ça va prendre en compte. Je pense que c'est un facteur. En tout cas, je le prends. Parce que tu vois, j'ai vu certaines personnes dire et dans ce cas-là, ça veut dire que si ton équipe perd et que tu envahis, dans ce cas-là, il y a à rejouer. Non, je pense que le résultat entre dans la composante de la décision, donc ça me rend un petit peu logique. Après, j'ai pas envie de refaire cette histoire. Et ils ont dit la date, mais c'est juste quand ça se rejoue là. Ils ont donné la date. Je l'ai pas vu moi perso. Je me rappelle plus c'est quand, mais ils l'ont donné là. Le chat va nous aider bien sûr. J'ai vu passer ça. Zal, t'es plutôt d'accord avec cette décision? Je trouve que la commission a été quand même assez clémente. Quand tu vois que les joueurs ils ont été mis en danger quand même, tu vois. Donc moi je trouve ça hallucinant en fait. Mais qu'est-ce que t'aurais voulu dire qu'on peut jeter des bouteilles, on peut faire ce qu'on veut, on te mettra juste un petit point, on refera jouer le match tranquille. Donc non, pour moi ça me choque en vrai. Bah oui, le match normalement c'est tapis vert direct. C'est comme ça. Tapis vert pour Marseille? Non, pour Nice. Victoire de Marseille, tu veux dire? Victoire de Marseille. Ton public, il sait pas se tenir. Quand je dis pour Marseille, c'est victoire pour Marseille. Oui, victoire pour Marseille. Genre, ton public, il sait pas se tenir. Il peut mettre en danger l'intégrité du joueur. Et c'est normal, tu vois. L'autre, il s'est pris un flashball dans le dos et c'est normal. Non, mais en fait, si les Marseillais, si Payet Après que Payet soit suspendu, tout ça encore, parce qu'il a réagi, ça d'accord, on peut l'entendre. C'est ça, s'il n'avait pas réagi, ils auraient gagné peut-être sur tapis vert ou quoi. Mais le fait que le match, on fait comme si de rien, moi, ça me choque. Après, je ne veux pas en dire plus non plus. Non, c'était grave quand tout le monde débarque. Moi, ça m'a choqué parce que je me suis dit à un moment, s'il charge le mec là. En gros, c'est parce que chaud, ça faisait peur. T'avais peur pour. Ça s'est pas produit, donc c'est bon, c'est pas grave. Mais quand ça va se produire, on va faire quoi? Tu vois, donc je sais pas. Mais on avait fait ce débat un peu déjà dans l'émission et c'est vrai que il y avait différents avis, mais c'est vrai qu'on en avait déjà parlé. Puis c'est sûr que ce qu'on a vu ce jour-là, c'est loin de ce qu'on a envie de voir sur un terrain de foot. Le score en fait que Nice mène, Marseille mène, ça a aucune. Pour toi en fait, c'est la situation. Ça n'a rien à voir. Elle exige que voilà. Non, mais je suis d'accord. Mais peut-être que ce match va servir à élever un petit peu les consciences au moins quelques temps, parce que personnellement, regarde-moi hier à Lyon quand il y avait eu un corner Strasbourg, à un moment il y a un mec dans le COP, il a voulu jeter son verre qui n'est pas du tout arrivé, tu vois. Direct, il y a un capot qui l'a repris et le mec a 2 doigts de se faire virer, tu vois. Donc on espère que pour des prochains matchs au Vel, à Lyon, où que tu veux, maintenant projectile égale action concrète, parce que franchement c'est de la merde, tu vois. On en a vu dans tous les gros matchs, ce genre de trucs. Enfin, c'est inacceptable, je suis d'accord.
Très bien. Alors, on devrait avoir dans l'émission Scipion qui va venir nous parler des Girondins de Bordeaux, parce que si vous l'avez vu dans le classement, ce genre d'enterrement. En général, on en met une. La musique d'Undertaker. On en met une en général, parce que c'est vrai que la situation des Girondins de Bordeaux en ce moment, elle est juste catastrophique. Ils sont derniers de Ligue 1. Ça va pas du tout. Et puis, encore une fois, dans hors-jeu, très 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 souvent, le sujet revient, parce que Bordeaux, ça reste quand même un club assez important, et on voit que saison après saison, ça ne revient pas, il se passe pas grand-chose. Et il y a quand même beaucoup de supporters bordelais, on le sait, il y en a beaucoup qui justement sont à fond dans leur club et derrière leur club et voient que ça n'avance pas. La saison passée, ils ont commencé. Mais ça s'étale depuis plusieurs saisons maintenant. Non, mais là, déjà, franchement, la fin de saison passée, tu disais heureusement ils avaient eu un peu de marge avant, parce qu'ils y allaient tout droit sur la fin de saison, tu vois. Heureusement que ça s'arrête limite. On est avec Scipion, que vous connaissez très bien. Il est très actif sur Twitter. Est-ce que tu nous entends, Scipion ? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Oui, salut à toi, merci beaucoup d'être là, nous faire l'honneur de ta présence. C'est vrai que c'est pas le timing le plus glorieux pour toi. En ce moment, ça va pas bien. Alors moi, j'ai envie de te lancer sur une chose que j'ai entendue justement quand je regardais le multiplex. C'est Jérôme Alonso justement qui disait Bordeaux, c'est quand même un club historique, c'est un club super important, et quand tu joues dans ce club, tu dois le savoir, tu dois te rendre compte que ça compte, que c'est pas n'importe quel club. On parle pas de n'importe quel club, c'est un club qui a une histoire en Ligue 1. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et après, bien sûr, on parlera peut-être un peu plus de ce qui se passe en ce moment. Non, c'est vrai que c'est une bonne réflexion. Je pense surtout que l'équipe qui était alignée hier, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, de recrues. Et je pense que avant tout, c'est une équipe des Girondins qui démarre avec beaucoup de retard. Il faut savoir que Gérard Lopez est arrivé officiellement, je crois, le 24 juillet. Petkovic a pris les commandes de l'équipe première 10 jours avant le début de la Ligue 1. Et on était conditionné par la DNCG, à savoir on devait recruter seulement si on vendait des joueurs. Du coup, on a mis beaucoup de temps, par exemple, à faire partir un Thomas Basic. Et du coup, notre mercato a mis beaucoup de temps à démarrer. Et je pense que ça explique un peu ce début de saison moyen. Après, c'est vrai que sur l'état global du club, les saisons décevantes s'enchaînent sans fin. Je crois que la dernière fois où ça a été à peu près bien, c'était la Coupe de France sous Francis Gillot, c'était déjà en 2013. Il y a eu une bonne saison sur Gourvenec en 2016-2017, mais depuis c'est vrai qu'il y a eu l'arrivée des Américains. Et ils ont laissé le club dans un état calamiteux, que ce soit l'équipe sportive, l'équipe première, même le centre de formation, et surtout les finances, une dette quand même qui s'élève à un peu plus de 50 millions d'euros. Donc c'est vrai que on n'est pas passé loin de la catastrophe sur la fin de saison dernière. Et du coup, on repart entre guillemets sur un début de saison de galère. Mais moi, je reste optimiste, même s'il y a des choses qui m'interpellent forcément. J'ai envie de me dire que on peut y croire un tout petit peu à Bordeaux cette saison. Ah d'accord, alors qu'est-ce qui te fait justement te dire qu'il peut se passer un truc? Est-ce que c'est l'arrivée de Petkovic? Est-ce que c'est finalement l'effectif dans lequel il y a quand même certains joueurs? On rappelle qu'il y a quand même, au-delà de Koscielny qui a une certaine expérience, il y a quand même des joueurs assez intéressants, Wang devant et tout, mais qu'est-ce qui te fait croire toi que ça peut repartir? Écoute, hier j'étais au stade et c'est vrai que la première période c'était vraiment une purge. On s'est fait marcher dessus par Lens et ça faisait très longtemps, pas très longtemps, mais je m'étais dit franchement c'est 45 minutes très très dur. Petkovic pour l'instant est plus dans la réaction que l'action. Je pense qu'il tâtonne un peu à trouver son 11, son équilibre, et au moins il a une bonne lecture des changements. Et hier on l'a vu, je pense que Yacine Adli peut beaucoup faire cette saison, parce qu'en fait il était là encore, mais il était un peu mentalement gêné par son transfert à l'AC Milan. Finalement ça s'est décanté lors du dernier jour du mercato, et hier son entrée en jeu, on avait un Yacine Adli de nouveau pleinement concerné, concentré, qui en voulait quoi. Et je pense que le réveil, un peu comme la saison dernière, ça peut venir de lui. Et moi je crois en Petkovic. Je pense qu'on a pris quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui sait y faire avec un groupe de joueurs. On a pu le voir avec la Suisse, mais au-delà de ça, au Girondins, on sent déjà qu'il y a des progrès. Alors évidemment, ça se voit pas tout de suite, mais il y a déjà des attitudes qui font plaisir à voir. Donc c'est dommage, parce que hier contre Lens, on revient à 2-2. On fait une petite bêtise sur la fin de match. Évidemment, sur le plan comptable, ça y est pas. Mais je trouve que au moins dans la réaction, il y a quelque chose. Et c'est vrai qu'on a démarré par Marseille et Nice à l'extérieur.
Voilà, faut voir avec le calendrier comment ça arrive, mais je me dis que ouais, le duo Adli-Petkovic, ça peut nous rebooster. Vous êtes d'accord avec Scipion, avec son optimisme là? Vous trouvez qu'il... Moi je vais vous laisser parler, parce que Bordeaux, bon. D'accord. Non, mais je sais pas si je serai full objectif. Donc, ouais. Ok, vous en pensez quoi là de ce que Scipion nous dit? Sur l'entrée d'Yacine Adli, j'ai bien vu que le gars a apporté énorme, et je crois que c'est même lui qui est au centre sur le deuxième but, si je dis pas de bêtises, sur l'égalisation. Donc franchement, il est à l'origine des 2 buts. Il est à l'origine des 2 buts, voilà, comme ça au moins tu vois direct. C'est ce qu'il y a, Jean, tu veux parler sur ton club de Bordeaux toi aussi, c'est ça? Parce qu'il est là, il y a un autre supporter. J'avoue, c'est vrai que Jean qui travaille avec nous sur l'émission est un gros supporter de Bordeaux, c'est vrai. Exactement. Mais à l'heure actuelle, moi personnellement, le seul truc qui m'inquiète vis-à-vis de Bordeaux, en dehors peut-être des choses footballistiquement pures, c'est que tu passes de King Street, et pour ceux qui regardent les vidéos de Romain Molina avec leur PDF Made in Boomer pour chauffer des sponsors archi cringe avec des Neymar partout en mode regardez la Ligue 1, the place to be et tout invest, et juste derrière à Gérard Lopez le fossoyeur, ça fait un petit peu peur sur ce côté-là, parce que c'est un club historique qui a failli ne pas passer la DNCG. Collectivement, c'est toujours un petit peu pas terrible, il y a toujours des gros contrats qui pèsent, je pense, comme celui de Koscielny. Donc à côté de ça, t'as vendu un petit peu, t'as réussi à rechoper Adli en prêt, donc ça te sort peut-être un petit peu de la mouise. Ouais. Mais à l'heure actuelle, je pense que ce sera un long travail et un travail de longue haleine sur la durée pour espérer donner quelque chose. Faut voir maintenant les différentes recrues. Il y a eu qui déjà, je crois, l'attaquant, notamment celui qui marque son premier but hier? Ah, tu parles de... Non, Onana, c'est un milieu de terrain. Il y a Mangas, le défenseur portugais. Et comme recul, il y a Dil Rosun, un ailier néerlandais qui était plutôt pas mal sur son entrée hier, qui vient du Hertha Berlin. D'accord. Et ça parle justement de faire un attaquant supplémentaire. C'était un peu l'objectif de Gérard Lopez sur la fin de mercato. Il n'a pas réussi parce que faute de temps. Mais ça parle de Mbaye Niang, d'Habib Diallo, tu sais, en joker payant. D'accord. Ok. Alors là, c'est en attaque qu'il vous faut du monde un petit peu. Ouais, je pense qu'il faut quand même un attaquant, parce que le problème c'est que Sékou Mara, ça reste un peu trop jeune. Jimmy Briand, c'est la pré-retraite. Et le pauvre Wang qui fait je ne sais combien d'allers-retours avec la Corée du Sud. Hier, il était cramé au bout du jeu, il avait des crampes. Ça fait de la peine pour lui. Ouais. C'est le même problème à Nantes. J'aimerais qu'on ait un buteur fiable aussi. Ça change pas mal. Tu nous disais que Colomwani c'était un super joueur. Il est jeune, c'est pas sur lui. Je te parle d'un mec qui va t'assurer tes buts en Ligue 1 s'il y a des occasions. Okay. Aujourd'hui, en Ligue 1, quand t'as ce mec-là qui t'assure ces buts-là quand ton équipe domine ou quoi, bah ça change tout. Ça change tout. Ça te fait gagner tellement de points. Est-ce que dernière question peut-être, Scipion, est-ce que tu crains un petit peu une sorte de Toulouse cette année avec ton Bordeaux, où tu penses quand même que ça repartira et que vous allez quand même sortir de cette zone un peu sombre? Ouais, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Zach sur Toulouse. C'est vrai qu'il a dit quelque chose sur Gérard Lopez. C'est vrai que il y a une inquiétude. Je pense qu'à Bordeaux, on n'est pas dans la béatitude absolue. On sait ce qu'a fait Gérard Lopez à Moucron, à Lille, à Boavista. Et voilà, on sait qu'à bout d'un moment, il y aura des problèmes financiers, des soucis. Mais quoi qu'il arrive, c'était soit ça, soit on était relégué en 5e division. Et on a choisi d'embrasser ce projet. Et tu l'as dit, il y a des gros salaires. Et je pense que l'une des missions de Gérard Lopez qui n'a pas été encore assez évoqué, c'est justement d'alléger la masse salariale. On avait fait quand même partir Loris Benito et Nicolas Depréville, qui étaient tous les deux à plus de 150 000 euros par mois. C'est pour vous situer un peu comment à Bordeaux, on est généreux, quoi. On mange bien à Bordeaux, comme on dit. Ouais, c'est bonne. On boit bien aussi, ouais, voilà. On boit bien. Pas faux. Donc c'est vrai que c'était une de ses principales missions. Il y a aussi la réconciliation avec les supporters, le retour à l'ancien logo, parce que le logo qui avait été annoncé il y a 1 an et demi, le Bordeaux il a fait beaucoup débat. Ouais, c'est ça, exactement. Il vraiment, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez mesuré à l'extérieur, mais les supporters les ultramarines étaient vraiment contre. Et du coup, ça peut paraître démago, peut-être que ça l'est. Franchement, il n'y a pas de problème à l'évoquer. Mais au moins, tu vois, il y a une forme de dialogue qui est retrouvée entre la présidence et les supporters. Après, faire une Toulouse. Je sais pas, c'est vrai que pour vous dire les ambitions de Gérard Lopez, il a tablé sur un top 10 dès cette saison et une coupe d'Europe d'ici 2-3 ans. C'est voilà, c'est le personnage, c'est sa communication. Moi aussi, moi j'ai du mal à y croire. C'est pour vous dire que je trouve qu'il est voilà, on se met beau. Ouais, mais Scipion, c'est ambitieux, j'ai envie de te dire. Scipion, si je peux me permettre de te couper. C'est Bordeaux, c'est quand même un grand club. Non mais Bordeaux, oui, donc, si je peux me permettre d'ajouter un truc, Lille, oui, après il y a une réalité. Non mais Lille, c'était un peu pareil. Ils étaient au fin fond du classement, et pourtant derrière ils finissent quand même champions. Là ils sont quand même super bien remontés. Je veux dire, rien n'est impossible en vérité, quelque part.
Non, c'est vrai que voilà, il avait fait venir Bielsa, ça n'avait pas pris, mais derrière, il avait su trouver l'homme fiable avec Christophe Galtier, qui avait su vraiment faire progresser ce groupe jeune. Il y a des jeunes joueurs à Bordeaux, il y a quelques talents à faire grandir. Petkovic a l'air d'avoir déjà des certitudes sur son effectif. Faut voir. Je pense que ça va prendre un peu de temps quand même. C'est pour ça. On a démarré quand même cette Ligue 1 avec du retard. Moi, je m'attendais à ce que l'équipe, quoi qu'il arrive, elle soit prête fin septembre. Après, on peut pas être prêt, mais on peut pas non plus totalement rater une mi-temps comme on l'a fait hier contre Lens, comme le match à Nice où on fait des erreurs grossières. Et malheureusement, l'apprentissage de la Ligue 1, quand t'es Bordeaux, bah t'as pas le temps, quoi. Et surtout que derrière, bah il y a tellement d'équipes, même les promus, on l'a vu, clairement la première journée, ils sont venus tabasser Bordeaux, il y avait rien à dire. Donc, on espère qu'il y aura du réveil rapidement. Merci Scipion, merci beaucoup d'être passé. Merci à toi. C'était vraiment très très propre et bon courage pour cette saison. Merci. C'est que Bordeaux en aura besoin. Merci à toi. En tout cas, moi dans cette histoire, ce que je trouve le plus fou, c'est qu'ils vont quand même battre Marseille cette année, quoi. Ah bah toi tu restes toujours sur cette fameuse stat. C'est ça qui est dingue. Tu vois, ça c'est le plus de doute là quand même. C'est le moment, ça y est, où la stat va partir en fumée. C'est simple là, je pense. Comme on dit tout le temps, mais pourtant ça fait 50 ans que ça dure, quoi. Bah écoute, on vérifiera ça. Les bonnes séances, encore une fois. Tu connais, hein. Je sais pas, j'étais même pas né, donc je sais pas dire. C'est le truc, imagine. Moi je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, justement. Je pense que quand la série elle a commencé, t'avais déjà 50 ans. Ça joue pas avec ça, t'es mort, mec. En tout cas, vous allez voir, Bordeaux vont taper Marseille, comme d'habitude. En tout cas, ils perdront pas, quoi. Bon, avant de refermer Il adore les stats. Oui, non, mais il a raison. Mais c'est bien de les rappeler. Mais Lille, ils avaient quand même Galtier et Campos. Non, mais bien sûr. Ça a bien aidé. Et franchement, il y a une sorte à Lille d'alignement des planètes entre une saison et des recrues qui ont vraiment fonctionné pour pouvoir permettre à Lille, qui sportivement a totalement mérité son titre, mais qui à côté de ça se retrouve champion et obligé de vendre en ayant fait un deal bizarre où il récupère 80 millions, met 20 millions dans 3 inconnus, récupère 2 Twix au final avec tous les intermédiaires, etc. C'est n'importe quoi. Lille, il se retrouve avec une dette colossale et être champion et devoir laver ton effectif, c'est une honte. C'est une honte. Et c'est pour ça que Lopez, pour moi, dans le titre de Lille, c'est largement plus Campos et Galtier que Will Maguire, qui en réalité a laissé le club dans un mauvais état. Tu vois. Mais quand qui a permis à Lille, par contre, aux supporters lillois, effectivement, d'une certaine manière, de vivre un moment incroyable. C'était pas par rapport à Lopez, c'était surtout de se dire qui aurait cru que Lille pourrait être 2 ou 3 ans après champion avec ce qu'ils étaient en train de vivre, même si tu avais quand même 2 hommes assez exceptionnels à la tête du truc. Donc voilà, c'est ça peut aller très très vite et on l'a vu. Sens. Exactement, Bruce. T'as tout dit. Avant de refermer la page Ligue 1, Zach, tu voulais nous parler de l'OL, bien entendu, parce que t'étais au match. Hein, ouais, j'étais au match. Cette fois, j'ai rien dit, j'ai fermé ma gueule. T'es resté. Il n'y a pas de photo, rien. Non, mais vraiment n'importe quoi, gros. Non, mais sur ce match-là, parce que moi, honnêtement, depuis le début de la saison, alors on a parlé de l'OL, mais on a beaucoup dit que oui, les joueurs étaient peut-être à remettre en cause dans les mauvais résultats du club. On a vu que c'était un peu poussif dans ce début de saison, mais en revanche, on a vu de très belles choses en fait depuis. Si on regarde bien ce qu'on a vu, c'est quand même assez intéressant, tu vois. Moi, je vais te dire, on a fait un match nul contre Brest qui était très nul. Voilà, on a fait un match contre Angers où on s'est fait gifler. On a fait un match contre Clermont, on gagne 3-1, 3-3, mais le contenu du match était très bon au-delà du fait qu'on se fasse égaliser, même si c'est également à prendre en compte. Un match contre Nantes où par période c'était quand même assez bon et on ressort avec une victoire qui fait du bien. Hier, Strasbourg, première mi-temps, Strasbourg joue franchement quasi mieux que nous, c'est ce que Peter Bosz dit. Mais à côté de ça, franchement, sur certaines phases, j'ai trouvé qu'on était pas mal, mais on avait du mal dans la mesure où ils nous pressaient beaucoup. Leur 3-5-2 faisait que les lignes de passe vers les milieux étaient assez coupées, donc à des moments on a retrouvé du U made in Genesio, donc c'était un petit peu dur. Mais à côté de ça, la deuxième mi-temps était transformée, c'est-à-dire que dans sa lecture de match et les changements qu'il a fait, quand il fait rentrer Cacré, il le fait au bon moment pour sortir l'autre Miago Tendes que je ne veux plus voir. D'ailleurs, je le répète encore une fois. Thiago Mendes, il est toujours là. Je veux plus le voir. C'est pas une bonne mi-temps contre Nantes ou même son prochain bon match qui va me faire. Je ne veux plus voir ce mec dans ce club. Vraiment, je ne veux plus. Donc voilà, au moins ça c'est le passage Zach. J'ai dit ce que j'avais à dire. Mais à côté de ça, franchement, la deuxième mi-temps était largement meilleure. On a trouvé avec les milieux une activité beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à mieux se développer, on a réussi à mieux presser, on a réussi à mieux les trouver, à mieux les toucher dans le cœur du jeu. Surtout quand t'as rentré Cacré à côté qui a permis à Guimarães de pouvoir s'exprimer, mais fois 1000. Guimarães sort une deuxième mi-temps hier, mais c'est l'école des milieux de terrain. C'est incroyable, Guimarães. Mais c'est la machine à laver. C'est le mec, tu lui donnes le ballon, il te le rend propre. C'est incroyable que ce soit vraiment genre sous pressing pour orienter, pour la prise d'information au moment de se retourner quand il faut refaire le jeu. Il a vraiment fait un match de
très bonne qualité. Les latéraux aussi ont été bons. Emerson, quand t'avais Maxwell Cornet avant à ce poste, c'est une révélation. Shaqiri, des bons ballons, notamment par exemple le centre sur le deuxième but. Moussa Dembélé reprend confiance. Moi à l'heure actuelle, why not? Tu vois, Denayer, match de patron, dans la gestion de la profondeur défensivement, il a quasi pas été en difficulté. Même Ajorc et Gamero n'ont quasi rien fait du match, franchement, tu vois. À part un moment où Strasbourg, une séquence où ils envoyaient une dizaine de centres et Inch'Allah ça passe, mais ça n'a pas fonctionné. Donc à l'heure actuelle, personnellement, je suis assez content et on commence à voir ces fameux principes, cette fameuse volonté de plus en plus depuis Clermont, tu vois. Alors que franchement, les 2 premiers matchs, et je l'avais même dit ici, les principes, tu vois, ils sont où? Ils étaient pas là. Mais après, c'est normal, c'était que les 2 premiers, tu vois. Mais non, mais et puis tu sens que le coach a une forme de poigne. Moi, je l'entendais parler justement après le match. Il disait ouais, alors certes, il y a eu de bonnes choses, mais j'étais pas content de la première période. Enfin, tu le voyais un peu cibler certains joueurs. Tu sens que le mec, en fait, il remet les mecs en cause. Et c'est vrai que ces joueurs-là, quand même, tu vois, on sentait qu'il pouvait se prendre une égalisation à tout moment. Oui, voilà, et à la 60e, tu vois, s'il marque, ça change tout. T'es moins dans le côté excuse en permanence de Rudy Garcia qui va toujours t'expliquer que par-ci, par ça, il est arrivé ça. T'es plus dans le mec qui voit avant et il pense avant à ce qui se passe, tu vois. Non, mais ça a l'air intéressant. Boateng a fait ses 20 premières minutes. Maintenant à voir, Boateng, c'est un gars qui est habitué à jouer haut, qui n'est pas le plus rapide au moment où il se fait prendre dans son dos, mais il a une gestion de la profondeur correcte. Donc tu te dis que peut-être avec un Denayer à côté, ça peut donner un mélange qui fonctionne bien. Denayer qui est là depuis maintenant plusieurs années. Ça que j'aime bien avec Denayer, c'est que quand il est vraiment bon, c'est un défenseur qui a totalement sa place pour rester des années à Lyon, mais dans le fond, pour l'avoir vu de tonnes, il mérite pas spécialement d'aller bien au-dessus de Lyon. Donc c'est un mec qui peut totalement... Il est bien à sa place en vrai. Voilà, exactement. Il peut encore rester 5 ans supplémentaires et moi j'en serais ravi. Même si de temps en temps, quand il va sur sa ligne pour essayer de sauver miraculeusement des buts au lieu de lâcher des marquages, c'est une sale habitude qu'il a, mais ça c'était au passage. Et du coup, match positif, bonne victoire qui était bonne à prendre dans un stade qui était enfin un peu plus, pas spécialement garni que d'habitude, mais où il y avait 33 000 personnes, donc c'était assez cool, il y avait une bonne ambiance. Et à côté de ça, la semaine prochaine on joue au Parc, ça sera un peu plus compliqué, je tiens à le dire, mais c'était des points qu'il fallait prendre avant, derrière, à nouveau des matchs abordables, parce que après cette maudite trêve internationale d'octobre et la maudite trêve internationale de novembre, je les déteste, de octobre à novembre, on a un enchaînement de matchs très compliqués. Allez regarder le calendrier de Lyon, octobre-novembre, entre l'Europa League et les matchs de Ligue 1. Là ça va être énergique. Là. Ah oui, ça va être chaud, franchement ça va être chaud, je te le dis. Bruce, on va passer bien sûr à la Ligue des Champions juste après, mais je sais pas si on a eu assez le temps de parler de Nantes quand même de ce match. On parler un peu, de toute façon, c'est. Je veux pas remuer le couteau, mais je veux que chacun puisse parler de son club. La différence entre une très bonne équipe de Ligue 1 et une équipe moyenne ou un peu moins en ce moment de Ligue 1. Ça joue beaucoup sur l'efficacité. Il y a des joueurs qui sont supérieurs et c'est pour ça que ça coûte plus cher. Parce que tu le vois, Nantes joue mieux que Nice, ils ont plus d'occasions. Ils mettent pas le but et tu le sens. Todibo sauve à un moment une action de Moses Simon sur la ligne. Je crois que vous touchez les poteaux, ça touche les poteaux 2 fois. Enfin, dans l'ensemble, dans le contenu, Nantes, ils arrivent à créer beaucoup le danger. Ils jouent haut. Nice a beaucoup de mal. Des fois, ils sont obligés de balancer devant et tout. Mais au final, tu sens que ce but n'arrive pas et n'arrivera pas. Et tu sais que tu vas te faire punir derrière. Et puis c'est ce qui se passe. Inévitable. T'as Dolberg qui est trouvé, qui va mettre sa poitrine. Et puis c'est pas le deuxième but qui met de la poitrine en plus. C'est le premier. C'est Gouiri après le but avec la combinaison avec Dolberg et Delors qui était rentré magnifique. Le but, rien à dire. Mais dès qu'il y a le premier but, tu sais que c'est fini, mais tu le sentais venir. Et c'est pour ça que ça fait toute la différence. En plus, paradoxalement, vous les avez pris haut, vous avez joué, tu vois ce que je veux dire. C'est pas un match où vous avez fait votre petit statut de on n'est pas favori et transition. C'est rarement 0, même contre Lyon, c'était pas dégueulasse. Non, vous les avez pris bien, tu vois. C'est juste, ils sont pas efficaces déjà. C'est le Comboiré Ball. Ah ouais. Je suis d'accord. Non, franchement, c'était propre. Pour lui, il faut jouer et après, voilà, tu perds au moins t'as joué. Je veux quand même toucher un petit mot sur Marseille qui a annihilé collectivement Monaco. Je tiens à le dire, franchement, c'était un match où vraiment tu as eu une domination collective absolument incroyable. J'en ai touché un mot avant, mais les 3 centraux marseillais, moi, Balerdi, même si à un moment il fait une erreur qui aurait pu ça marche super bien. J'aime beaucoup, franchement, Balerdi, j'aime bien. Et surtout, les 3 centraux marseillais, ils ont de la technique, ils sont bons. Et Luan Pérez, c'est pareil, enfin un joueur qui s'est relancé, enfin un joueur qui s'est éclairé le jeu. Ils savent relancer et ils savent jouer haut, et ça permet du coup au milieu marseillais à des moments de jouer beaucoup plus haut et donc d'avoir des surnombres sur des zones axiales, etc., où ils sont beaucoup plus nombreux que leur vis-à-vis, et donc du coup ça leur permet de briller. Rongier fait notamment, je trouve, un gros match grâce à ça. T'as Dieng à côté qui, après 2 occasions ratées, notamment un poteau, réussit à se ressaisir pour aller envoyer un doublé et peut-être s'affirmer. Une barre, un poteau ou 2 poteaux. En fait, je crois qu'il y en a une, il frappe au-dessus, il me semble, de souvenir, et un poteau, tu vois. Mais à côté de ça, derrière, il s'offre son petit doublé. Guendouzi fait un travail franchement impressionnant. Il fait un très bon début de saison. Guendouzi, il n'y a rien à dire sur lui. Saliba, il te rappelle pourquoi il est supérieur que Rob Holding. Franchement, à l'heure actuelle,
Franchement, Marseille, c'est beau. Marseille, c'est spectaculaire. Payet, etc. Enfin, t'avais quelques absents de marque, tu vois, mais tu le vois que ça tourne et ils peuvent se projeter tellement vite. Ils ont des mecs qui peuvent te faire des diffs de ouf sur les côtés et quand tout tourne bien, bah ça tourne bien. En tout cas, on voit que les joueurs, ils sont clairement derrière leur coach. Ça se voit sur le terrain. Tu sens que les mecs, ils ont envie de faire les efforts et tu sens que oui, ils prennent la mesure de ce qu'est Marseille. Ils ont raison, Harit pour ses débuts et tout. C'est très intéressant ce qu'il a fait aussi. Donc. T'as l'impression qu'il n'y a aucune mauvaise pioche pour le moment. Alors peut-être qu'à un moment, ça va se tasser un peu, on ne sait pas, mais chaque fois que les mecs ils sont utilisés, t'as l'impression, tu te dis putain, ils font tous le taf et tout, tu vois. Ouais, mais c'est ça après, hein, c'est une addition à chaque fois de bons éléments, de bons choix qui fait que tu arrives à la fin à produire en tout cas ce que tu produis. Marseille à suivre, hein, cette saison vraiment à suivre. Quand on voyait le début du recrutement de l'OM, on le pressentait un petit peu, hein, qu'il préparait une équipe justement où il y a... Qui se passait quelque chose en tout cas. Et qu'il y ait des joueurs à tous les postes, qui puissent doubler tous les postes, et là c'est le cas, et c'est vrai que ça fait peur, quoi. Super intéressant. Bon, on va refermer la page Ligue 1.